Lundi 7 janvier 2019, un plaisir pour moi de vous retrouver à nouveau au compte de cette émission Café Débat, avec l'engagement bien entendu de vous servir et de donner la parole à ceux qui veulent l'apprendre comme ça l'a toujours été en 2018 évidemment. Vous le savez, dans cette émission Café Débat, nous passons au crible l'ensemble des sujets qui font l'actualité et au quotidien évidemment. Voilà qu'une année finie, une autre commence, mais rien de nouveau sous le soleil en République de Guinée. Des crises qui s'accumulent, une gouvernance marquée par des interminables promesses, mais aussi une masse populaire qui s'appauvrit sans aucun véritable mécanisme de protection sociale. Évidemment, c'est un peu ce tableau presque noir que nous allons continuer à lire, à analyser avec le concours des personnalités politiques, des analystes politiques et des juristes. Et c'est pour cela que j'ai décidé, pour ce premier numéro de Café Débat, de donner la parole à un juriste qui, depuis 2018 aussi, s'est rendu très disponible pour analyser les sujets d'envergure sociale, juridique pour vous. Il s'agit de Kramomadi Kamara, qui est déjà avec nous sur ce plateau. Kramomadi, bienvenue. Merci de l'invitation. Et bonne année surtout, mes meilleurs vœux à vous. Merci, mes meilleurs vœux à vous personnellement, à votre famille, vos collaborateurs et à l'ensemble des téléspectateurs de radio-télévision Ganga. Alors, déjà, je le disais, merci de votre disponibilité, une fois encore renouvelée. Et brièvement, qu'est-ce que vous pouvez, en tant que quelqu'un qui est habitué à analyser l'actualité dans tous ses aspects du pays, politique, juridique notamment, qu'est-ce qui aura retenu votre attention en 2018 dans le domaine du droit, de ce qui a pu être fait en termes d'acquis et de ce qui n'a peut-être pas pu être fait et qui était très attendu sur le terrain, mais aussi sur l'aspect politique? Vous m'amenez à faire un exercice assez fastidieux. Ce qu'il faut dire simplement, c'est que 2018 a été une année assez secouée, assez marquée par des événements sociopolitiques qui n'ont pas permis d'avoir une certaine sérénité dans le pays pour avancer sur un certain nombre de choses assez structurantes et qui auraient aidé la Guinée à pouvoir améliorer son niveau de compétitivité et à régler aussi beaucoup de problèmes. C'est une année au cours de laquelle il y a eu des événements comme la destitution du président de la Cour constitutionnelle, avec tout ce que cela a pu entraîner comme levée de bouclier dans le landerneau politique et même au niveau de l'opinion nationale simplement. Il y a aussi le fait que notre gouvernement s'est évertué à créer un cadre dans lequel les populations se ressentent assez mieux. Malheureusement, les efforts ont été dilués par les crises à répétition, notamment la crise dans le secteur de l'éducation, également les contestations liées à l'augmentation du prix du carburant. Globalement, les efforts qui ont été faits n'ont pas pu être perceptibles du fait que les crises sociopolitiques, comme je le dis, ont pris le dessus et nous nous sommes plutôt attelés à gérer les crises dans le pays. Les manifestations politiques consécutives à l'organisation des élections communales aussi ont été au rendez-vous et cela n'a pas pu apaiser la tension dans le pays jusqu'à l'arrivée de ce dernier événement à Matoto. Tout cela est de nature à mettre le pays en ébullition et à ne pas permettre de pouvoir avancer. Je souhaite vraiment que 2019 puisse être une nouvelle année qui pourra mettre fin à tous ces tumultes pour que nous puissions avancer vers des horizons meilleurs et des lendemains qui enchantent. Pour l'instant, je ne suis pas assez optimiste parce que les séquelles de 2018 sont en train de nous suivre encore et on risque d'être parti pour beaucoup de perturbations politiques et sociales encore. Et peut-être que 2018 sur le plan du secteur, dans le secteur judiciaire, ça a été un rendez-vous manqué une fois encore pour le procès lié au massacre du 28 septembre, puisque pour une fois encore les autorités l'ont annoncé, même si entre-temps c'est l'affaire du budget qui est le lieu qui doit abriter le procès qui a été mis sur la table. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un acquis dans ce domaine-là où on pouvait s'attendre à plus que
que la mise en place de ce comité, je crois, de pilotage du procès et la fixation du budget et le fait qu'on a dévoilé aussi les potentiels bailleurs qui pourraient financer le procès. Ça, c'est une avancée par rapport à 2017 et 2016. Vous savez que le ministre de la Justice avait fixé déjà plusieurs dates qui n'ont pas pu être respectées pour beaucoup de contingences économiques, parfois même politiques. Mais 2019 a pu franchir un cap qui était déjà la capitalisation du budget. On a pu identifier le budget, on a pu identifier les ressources qui pouvaient permettre d'obtenir ce budget. Le lieu potentiel de tenue du procès aussi a été identifié et les acteurs concernés ont pu se mettre en route parce qu'un comité de pilotage a été mis en place qui travaille de manière institutionnelle pour aboutir à l'organisation de ce procès. Je crois que le plus important, ce serait qu'on arrive maintenant à l'organisation de ce procès parce qu'il est très attendu par les populations, par les victimes et même par la communauté internationale. C'est pourquoi moi je voudrais inviter le ministre de la Justice à redoubler d'efforts et que le gouvernement puisse l'appuyer dans ce sens pour qu'on puisse très rapidement mettre en place la machine qu'elle aille vers la tenue de ce procès qui va permettre de connaître la vérité sur ce qui s'est passé réellement en 2009. Malheureusement, jusqu'ici, les lampions sont éteints. Parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Et dans le budget, dans la loi de finances qui a été votée, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas eu de ligne qui soit affectée à cela du côté du ministère de la Justice, sauf à ceux qu'on me l'apprenne. Les bailleurs aussi ont manifesté des intentions, mais pour le moment, ça ne se limite qu'à cela. Il n'y a pas eu d'acte posé qui puisse être déterminant de l'organisation de ce procès. C'est un enjeu assez important. Moi, je souhaite vivement que 2019, en tout cas dans le premier semestre de 2018, que ce procès puisse se tenir, même s'il ne s'achève pas au cours de 2019, au moins qu'il démarre et qu'on puisse le suivre jusqu'à ce que le procès puisse prendre fin. Et sur le terrain politique, qu'est-ce qui aura retenu votre attention de positif ou de négatif en tout cas en 2018? Sur le plan politique, d'abord il faut constater toujours la dichotomie qu'il y a dans le landerneau politique parce que nous avons une opposition qui se dit républicaine alors que la loi parle d'opposition tout simplement et en son sein il y a eu finalement des fissures qui a amené, ces fissures ont amené, disais-je, à des migrations. Vous avez vu que le porte-parole de l'opposition a finalement rejoint la mouvance jusqu'à devenir membre du gouvernement. Un autre aussi est devenu ministre de la Jeunesse. Ça veut dire qu'il y a eu une sorte de, comme vous l'appelez dans le terme footballistique, de mercato politique qui a permis de reconfigurer un peu le paysage politique. Il y a aussi la démission du haut représentant du chef de l'État qui se trouve être le leader d'une formation politique. Et également mon ami Makanera qui a aussi quitté l'opposition pour rejoindre la mouvance. Il a retrouvé son milieu originel. Son milieu originel, et comme il sait bien le faire avec des acrobaties très très bien maniées. Et tout cela ramène à la question de dire que la politique en Guinée n'est pas une politique de conviction, c'est une politique d'intérêt. Il y a tous ces aspects qui ont coïncidé, j'allais dire, avec le fait que les populations sont restées médusées par rapport à l'élection communale qui devait être la leur, parce que c'est une élection de proximité qui devait permettre d'installer les maires pour qu'ils puissent prendre en charge la question du développement à la base. Tout cela n'a pas pu être fait à cause des mésententes entre les politiques et aussi du fait que nous n'avons pas pu trouver une conciliabule entre la loi et les réalités politiques. Tout cela est déplorable et je pense que ça n'a pas permis à notre pays d'avancer suffisamment sur le plan politique. Et l'autre chose, c'est que 2018 a marqué quand même la fin du mandat de l'Assemblée nationale parce que c'est la 5e année de la législature
Et nous sommes simplement dans une sorte de bonus qui a été manigancé par les députés eux-mêmes pour s'accorder un trimestre. Mais légalement, le mandat est échu parce que la Constitution parle de 5 ans. Et 2018 marque ces 5 années. Il faut se dire que le bilan reste très mitigé du côté de l'Assemblée nationale qui n'a pas pu organiser des enquêtes parlementaires sur certains dossiers brûlants. Durant 5 ans. Durant 5 ans, alors qu'il y a eu beaucoup de dossiers à scandale, beaucoup de problèmes. Souvenez-vous de la question du port autonome, par exemple, de Conakry, avec Al-Bayrak et d'autres dossiers sulfureux qui ont éclaboussé le gouvernement. Dans le secteur des mines, il y a eu aussi des passations de marché, la question environnementale à Boké. Donc tout cela devait susciter l'adhésion des députés pour aller vers l'organisation ou la mise en place d'une commission parlementaire. Ça n'a pas été fait. Il y a tout de même certaines lois organiques qui ont pu être votées, même si beaucoup sont des lois assez polémiques, parce que la question de la CENI qui a été réglée avec cette loi amendée. On en parlera d'ailleurs. Voilà, et aussi la loi électorale qui a été révisée, mais avec des dispositions qui ne sont pas suffisamment bien élogieuses. Donc tout cela concourt à ne pas mettre en place des mécanismes d'aide à notre pays. Je pense que ça doit changer. Il faudrait que nous ayons beaucoup plus d'attention pour ce que nous faisons. Donc bref, est-ce qu'on peut dire qu'au plan politique, ceux qui occupent le devant de la scène en Guinée en 2018 ont plus que déçu l'opinion, déçu les citoyens, peut-être pas par les fanatiques qui les suivent aveuglément, mais en gros, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont déçu au vu de tout ce que vous avez décrit tout à l'heure? Je crois que globalement, on ne peut pas s'enorgueillir de ce qui s'est passé en 2018, aussi bien sur le plan politique, économique que social. Comme je le dis, il y a eu des efforts dans tous les domaines. Malheureusement, ces efforts sont assez moindres par rapport aux crises qui les ont encadrés et qui ont eu plus de résonance. Et aujourd'hui, s'il faut retenir quelque chose, c'est que la conjoncture économique est très difficile, les populations se sont appauvries. Sur le plan social, il y a eu ces crises à répétition dans le secteur de l'éducation qui perdurent encore. Il y a aussi sur le plan politique ces manifestations qui ont entraîné des pertes en vies humaines. C'est autant vous dire que on ne peut pas faire un bilan positif de l'année 2018 dans la sphère ou en tout cas dans l'environnement politico-social guinéen. On ne peut pas s'enorgueillir. Est-ce que par hasard vous avez suivi le discours, l'adresse à la nation du président Alpha Condé à l'occasion de ce nouvel an qui, en tout cas, présentait un tableau plutôt, on va dire, embelli en ce qui concerne les efforts fournis dans le domaine économique et les belles perspectives, bien entendu. Il a aussi mis l'accent sur le dialogue social, en invitant le gouvernement à promouvoir le dialogue et sur le terrain politique et sur le terrain social. Est-ce que c'est un discours qui rassure, qui rassurait à l'entrée de cette année 2019? Personnellement, je n'ai trouvé que de la redite. Parce que le président de la République ne s'est jamais remis en cause, il faut se le dire. Il a toujours peint en blanc tout ce qu'il a fait, alors que le tableau est aussi sombre, il faut se le dire. Malgré le fait qu'il y a par endroits certaines avancées, les résultats que lui il a vantés ne sont pas exactement tels qu'il les a présentés. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore en règle. Malheureusement, le président parfois a tendance à les éluder. Et je pense qu'il devra sortir un peu de ce carcan pour se comporter comme véritablement le chef de l'État et qu'il prenne en compte ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. Il a fait beaucoup, mais qu'il reconnaisse aussi qu'il y a ce qui n'a pas été fait. Ça devait consister justement à faire des projections sur l'avenir très proche de la Guinée, pour qu'on sache où est-ce que nous mettrons les pieds en 2019, pourquoi pas en 2020, qui consacrerait la fin de son mandat. Je m'attendais en tout cas à l'annonce de très grands chantiers au moins, ou en tout cas des annonces fortes
pour que les Guinéens s'attendent à de grandes choses pour les 2 ans qui lui restent avant la fin de son mandat. Ça n'a pas été le cas. J'ai simplement compris que le président a toujours la fibre de l'opposant qui est encore présente en lui, et le clin d'œil qu'il a lancé aussi au Premier ministre n'était pas non plus pour déplaire, parce qu'il a utilisé cette argutie pour apaiser un peu et aplanir les divergences qui commençaient à se faire sentir. Je pense globalement que son discours n'a pas été un message trop fort, ça a été un discours traditionnel, pas nouveau, et il s'est évertué à dire les mêmes choses qu'il a toujours dites. Attendons de voir qu'est-ce qui va changer en pratique, mais en tout cas du côté de l'annonce, il n'y a pas eu d'annonce forte. Voilà, et on va revenir donc dans le présent, puisque je l'ai dit tantôt, nous sommes au 7e jour du nouvel an 2019 bien sûr, et la Guinée, c'est le pays bien entendu qui a organisé des élections locales en 2018, évidemment en février, et qui jusque-là est incapable d'installer tous les élus locaux, alors qu'au même moment dans la sous-région, d'autres en ont fait 2 élections, couplées, triplées, en tout cas qui ont allé jusqu'au bout du processus. Nous sommes encore là, et c'est la phase de Matoto qui est la plus polémique dans cette affaire, même s'il y a encore Kamsar ou Kankan qui reste. Et pour d'autres, c'est resté ce grand point noir dans la gouvernance Alpha Condé, en tout cas pour 2018, et cette honte pour même l'image de notre pays. Et là-dessus, on va en parler, le regard du juriste. Je l'ai dit, depuis février 2018, nous sommes maintenant à janvier 2019, des élections locales qu'on a organisées, et on n'a pas pu installer tous les élus locaux en 2018, au moins, pour qu'en début 2019, les gens soient plongés maintenant dans la gouvernance locale, en train de mûrir des projets de développement à la base, mais nous sommes encore à la phase d'installation de ces élus, avec notamment l'étape de Matoto qui a créé toutes les polémiques. Oui, ce sont les conséquences jusque-là de différents effritements politiques, parce que ce sont les politiques qui mettent le pays dans cette situation de ni paix ni guerre. Vous savez bien que les élections communales avaient pour objectif de remettre en place les communes qui ont cessé d'exister depuis 2005 pratiquement. Malheureusement, les élections se sont tenues et on n'a pas été capable d'organiser la mise en place des exécutifs communaux pour qu'ils puissent commencer le travail. Et cela du fait des revendications et des contestations d'une partie de la classe politique qui se trouve être l'opposition, en l'occurrence l'UFDG. Et cela a retardé un peu le processus. Jusqu'ici, on n'a pas encore fini d'installer ces exécutifs communaux avec tout ce qu'on connaît comme conséquence. Juridiquement, ça pose le problème du décompte du démarrage de ces exécutifs communaux en termes de mandat. Sur le plan social, ça prive d'autres circonscriptions d'élus qui auraient pu déjà commencer à se mettre au travail pour pouvoir avancer. Politiquement, ça continue à diviser encore les acteurs sociaux parce que Matoto devient le point nodal de toutes les contestations. Et si nous restons justement sur le cas de Matoto avant de passer à la pause, quelle lecture juridique vous en faites? Parce que la crise est encore là, elle est patente. Et chacun continue à la décrire comme il l'a vécu. Matoto, je veux dire, le RPG dit que c'est leur candidat qui a gagné, et il faut qu'on l'installe. L'UFDG réclame la même chose. Pendant ce temps, le ministère de l'administration du territoire a décidé d'arrêter le processus et de le faire reprendre. D'ailleurs, on annonce que ce sera cette semaine qu'on va reprendre le processus. Est-ce qu'on est dans la normale ou dans les normes? Nous sommes totalement dans la normale parce que le ministre de l'administration du territoire n'avait pas l'habilitation d'annuler le scrutin. Il a l'habilitation de convoquer la première session pour l'installation de l'exécutif communal. Mais dès l'instant où les conséquences de cette installation se sont produites, qu'il y a eu vote, il n'a plus l'habilitation d'annuler le processus parce que ça relèverait systématiquement du contentieux électoral qui ne peut être tranché que par les juridictions compétentes. Il devait donc recourir au tribunal d'instance pour que le tribunal prescrive des mesures à l'effet d'organiser de nouvelles élections si effectivement il était avéré qu'il y a eu des faits
qui pouvaient compromettre la sincérité du vote. Il revenait au tribunal de prendre les mesures pour maintenant organiser ces élections. Le ministre ne l'a pas fait, il a pris sur lui la décision d'annuler. Malheureusement, l'opposition aussi est tombée dans ce piège parce qu'elle devait saisir la Cour suprême en annulation de cette décision ou en recours pour excès de pouvoir du ministre. Et la Cour suprême aurait annulé l'acte et ramené les partis dans le statu quo pour permettre de reprendre les élections, ou alors si des preuves avaient été apportées qu'effectivement c'est un camp qui avait gagné, le tribunal d'instance pouvait aussi être saisi par cette partie. Malheureusement, aucun des deux cas ne s'est servi de droit et chacun a adopté une position qui est une position qui biaise le droit. C'est dommage, c'est regrettable parce que l'administration du territoire est le ministère de tutelle des collectivités. Il faudrait que ce ministère puisse se conformer à la loi. Mais en même temps, les opposants aussi qui aspirent à gouverner ne peuvent pas vouloir diriger le pays. Au lieu que l'opposition ne reste dans, si vous voulez, la réclamation de leur victoire, aurait pu peut-être saisir la justice. Tout à fait. Lors que le ministre de l'administration du territoire a annulé le processus. Tout à fait. Mais ils l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés là à crier, à contester, victoire, à contester simplement, sans pour autant aller vers la démarche qui aurait pu sécuriser leur éventuelle victoire. Parce que la décision du ministre vraisemblablement aurait pu être annulée parce qu'il n'en avait pas l'habilitation simplement. Donc soit là, ils sont obligés d'aller à la reprise qui est appelée par le ministre de l'administration du territoire ou rester dans le rapport de force qui peut aussi ne pas être profitable à tout le monde. Bien sûr, ils n'ont pas le choix. Vous savez, en droit, quand une décision est prise, notamment une décision administrative, fût-elle illégale, elle produit tous ses effets. C'est ce qu'on appelle le principe du préalable. Et jusqu'à ce qu'une décision contraire vienne l'annuler, elle produit tous ses effets. Alors, le ministre, bien qu'ayant pris cette décision qui soit illégale, elle produira tous ses effets. Ça veut dire qu'on ira inévitablement vers cette reprise. Parce qu'il n'y a pas eu une autre décision qui a annulé celle du ministre. Et l'UFDG n'a pas le choix. Soit il participe, le parti, à l'élection, ou alors il ne participe pas et on constate cette carence, l'élection a lieu et peut-être, qui sait, le RPG va s'accaparer de l'ensemble des 45 conseillers, le problème ne se posera pas. Ou alors l'UFDG accepte de revenir et l'élection est reprise, en ce moment ça règle le problème. Bien. Malheureusement, on est dans ce schéma et on verra ce qui va se passer dans ce sens-là cette semaine même, puisqu'il semble que le processus de reprise des élections pourrait avoir lieu, notamment le week-end, ici dans la commune de Matoto. Mais en attendant, on va évoluer sur d'autres sujets. Mais dans la deuxième partie de cette émission, en 15 minutes chrono, toujours avec notre invité Grand Mamadi, juste après la pause thé, on se retrouve. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Je vous rappelle, le premier numéro de l'année 2019. Et comme vous le savez, nous sommes au 7e jour de cette année. Et voilà, je le disais, rien n'a pratiquement changé dans le pays. Et nous continuons à décrypter l'actualité telle qu'elle est, à donner la parole à ceux justement qui peuvent nous aider à mieux comprendre ces sujets. L'invité du jour depuis le début de cette émission, Grand Mamadi Camara. Cette fois-ci, on va parler du Code civil qui fait encore débat. Et notamment dans sa partie polygamie. Et la dernière fois, on nous a justement informé que les députés ont voté, en tout cas en leur majorité, pour
la validation de la polygamie en Guinée. Mais entre-temps, le président n'accepterait pas de signer ou de promulguer désormais. Est-ce que ça devient un problème du moment où le président, selon certains, s'oppose à cela? Ce n'est pas un problème en tant que tel, parce que le président a bien le droit de pouvoir renvoyer la loi en seconde lecture. Ce dont il faut peut-être se préoccuper, ce sont les conséquences qui peuvent être attachées à cette navette, comme je le disais. Parce que le président de la République, en recevant la loi, doit la promulguer. Et c'est la promulgation qui permet à la loi de rentrer en vigueur. Mais le président a toujours la possibilité de demander une seconde lecture lorsqu'il n'est pas d'accord sur un point. Il renvoie la loi à l'Assemblée nationale pour qu'elle puisse faire l'objet de réexamen. Mais ce renvoi et ce réexamen ne supposent pas qu'automatiquement le président de la République va être suivi par les députés qui changeront de position. Les députés ayant reçu la demande peuvent d'ailleurs demander à la majorité des 57 députés de pouvoir inscrire en priorité cette loi pour qu'elle puisse faire l'objet de réexamen. Ce qui va changer au niveau du réexamen, ce serait que la loi sur le code civil, étant une loi ordinaire, ne sera pas adoptée cette fois-ci à la majorité simple, mais à la majorité qualifiée des 2 tiers. Il faudrait que les 2 tiers des députés puissent se prononcer pour que la loi puisse être adoptée à nouveau. Bien. Et maintenant, si il se trouve qu'il y a une persistance de la divergence entre le président de la République et l'Assemblée nationale sur la question, il est loisible au président de la République de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Et si tel est le cas... Parce que c'est comme si le président n'est pas d'accord qu'on approuve la polygamie en Guinée. Tout à fait. En tout cas, c'est le message qu'on nous renvoie. C'est bien cela, parce que... Si doit renvoyer la loi en deuxième lecture, c'est pour dire... C'est pour que ça puisse changer, qu'il n'autorise pas la polygamie. C'est pour que ça puisse changer. Et s'il se trouve que les députés maintiennent leur position et ne changent pas, en ce moment, le président de la République, qui recevra à nouveau la loi, ne pourra toujours pas la promulguer et ça devient une persistance. Les députés du RPG, donc du parti au pouvoir, qui avait préalablement voté pour, avec les députés de l'opposition aussi, décidaient de faire plaisir au président et de changer d'avis. Est-ce que ça pourrait passer dès lors qu'il faut... Ils ne pourraient pas, parce qu'ils ne font pas la majorité des 2 tiers à l'Assemblée nationale. S'ils le pouvaient la première fois? Exactement, la première ils le pouvaient parce que c'était la majorité simple. Mais cette fois-ci, ils ne le peuvent pas. Parce que la majorité des 2 tiers suppose forcément qu'il y ait l'opposition qui ne prenne part au vote, parce que c'est 116 députés. Et cela, ce n'est pas le record du RPG à l'Assemblée nationale. Donc il faut forcément que l'Assemblée, l'opposition puisse s'adjoindre aux députés de la mouvance pour voter la loi. Et maintenant, comme je le dis, s'il y a la persistance législative et que l'Assemblée est dissoute, en ce moment, de nouvelles élections sont organisées pour qu'il y ait une nouvelle assemblée. Et si la nouvelle assemblée maintient la même position que l'assemblée qui a été dissoute, en ce moment c'est le président de la République qui doit démissionner. Bien. Et ça, je ne pense pas que cela soit souhaitable pour notre pays. Il faudrait que les députés revoient un peu cela. Mais à l'État, si le président se limite juste à dire non, je ne suis pas d'accord, et sans respecter les délais qu'il lui faut pour renvoyer la loi en deuxième lecture ou l'abroger, ça veut dire que la Cour constitutionnelle peut quand même l'adapter aussi, la mettre en vigueur. Tout à fait. Parce que la promulgation, en principe, c'est 10 jours. Le président dispose de 10 jours pour promulguer la loi. Mais les 10 jours ne commencent à courir que 8 jours après la réception du projet de loi. Ça veut dire que le président a globalement 18 jours. Si au terme de ces 18 jours, le président n'a toujours pas promulgué la loi, la Cour constitutionnelle va estimer que le président de la République est d'accord. Et en ce moment, elle va autoriser que la loi puisse entrer en vigueur. Mais si le président ne souhaite pas cela, il faudrait que dans ce délai, qu'il renvoie la loi à l'Assemblée nationale pour qu'elle puisse faire l'objet de réexamen. Donc peut-être qu'il ne pourra que faire comprendre aux femmes de la Guinée qu'il n'était pas pour, mais toutefois, ça pourrait, c'est pas évident que les choses puissent changer dès lors qu'il faut
les 2 tiers des députés. Pour voter. Mais en même temps, ce qu'il faut dire très rapidement, c'est que la loi actuelle, telle qu'elle se présente, donc le code civil actuel, est tombée en désuétude. Parce que la loi, telle qu'elle est prescrite maintenant, interdit la polygamie. Malheureusement, il y a des mariages qui se célèbrent sous le régime de la polygamie. Ça veut dire que la loi n'est pas appliquée et au bout d'un certain temps, elle tombe en désuétude. Et quand elle tombe en désuétude, ça veut dire qu'elle ne produit plus d'effet sur la question. En d'autres termes, on considère que de manière factuelle, la polygamie est admise en Guinée. Il fallait juste la formaliser. Maintenant, est-ce qu'il faut effectivement la formaliser ou pas? Je laisse le soin à chacun d'en débattre pour trouver son opinion. Oui, parce que chacun a sa position là-dessus. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Surtout certaines femmes, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas toutes qui sont contre la polygamie. Point de vue sociologie et tout, il y a beaucoup de débats à faire parce que tout ça relève des pratiques ancestrales, traditionnelles, mais on ne va pas s'élargir là-dessus puisqu'on est pris par le temps. Mais vous disiez quand même que ce même code civil, à part son aspect polygamie, là, il y a d'autres aspects quand même qui sont des avancées. Bien sûr. Changé bien sûr. Il y a beaucoup d'avancées et d'ailleurs c'est salutaire que ce code puisse faire l'objet de révision parce qu'il date de Mathusalem. Depuis 88 pratiquement c'est le même code. Alors que les réalités ont évolué et ce nouveau code qui a été adopté prend en compte beaucoup de nouvelles dispositions, notamment la question de l'autorité parentale qui a été corrigée, la question du préavis qui est aussi réglée. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'aspect autorité parentale? L'autorité parentale désormais est exercée conjointement, si la loi est adoptée bien évidemment, par le père et la mère. Alors qu'avant c'était l'homme qui exerçait l'autorité parentale. La déclaration de l'enfant peut aussi être faite par la femme désormais et cela n'est pas assujetti seulement à la seule volonté de l'homme. Même la question du choix de l'activité professionnelle de la femme n'est plus assujettie au consentement forcément de son mari. Ça c'est une autre chose. La question de la résidence aussi, la femme a son mot à dire là-dedans parce que elle peut contribuer aussi à identifier le loyer et le logement où le foyer devra résider, j'allais dire. Il y a d'autres aspects, la question par exemple du loyer, où il y a le préavis qui a été clairement réglementé en fixant cela à 3 mois avec la possibilité de paiement d'ailleurs des 3 mois de préavis, ce qui n'était pas le cas dans le code actuel. Parce qu'avant, quand quelqu'un vous dit de sortir de sa maison, vous avez 3 mois de préavis, mais les gens ne payaient pas. Les gens ne payaient pas. Vous pouvez ne pas payer. Exactement. Et finalement, la loi a essayé de réglementer un peu tout cela. Ça a permis de régler ça. La question de la succession aussi a été plus ou moins bien définie avec les degrés de succession et les conditions de succession qui sont aussi clairement définies. L'héritage et tout. L'héritage, même les fiançailles sont aussi mieux encadrées cette fois-ci parce qu'on parle de convention de fiançailles en présence des témoins. Et ce n'était pas le cas forcément. C'est vrai qu'on n'a pas changé le fait que les fiançailles ne rendent pas obligatoire le mariage, mais on a mieux encadré la manière dont les fiançailles doivent se faire. Donc il y a beaucoup d'autres évolutions comme ça dans le code civil et qui méritent une attention un peu plus soutenue. Ce n'est pas seulement la question de la polygamie. Ces parties-là soient vulgarisées. Tout à fait. Par qui doit le faire? Je sais pas. C'est l'État qui doit vulgariser les textes de loi. Sur l'aspect loyer, je reste un peu là-dessus. Vous avez parlé du préavis, mais il y a la fixation des loyers en Guinée qui fait l'objet de beaucoup d'anarchie, d'excès de la part des propriétaires de maisons qui peuvent se réveiller le matin et augmenter le prix de leur maison. Est-ce que cette partie a été, je veux dire, solutionnée par le législateur? Alors, c'est une question qui ne relève pas de la loi, c'est une question réglementaire cela. Il appartient à l'État de mettre en place ce qu'on appelle un indice de loyer qui doit être revu annuellement. Chaque année, l'État fixe un seuil pour le loyer, soit par zone ou par type d'habitat. Et en ce moment, les bailleurs ne peuvent pas sortir de cette fourchette parce qu'il y a dans ce cas une sorte de majoration de seuil qui est fixée par la loi pour dire par exemple que dans la zone de Matoto, il y a des loyers qui sont fixés de 2 chambres, salon, cuisine par exemple, ou de 3 pièces par exemple à 500 000 et l'augmentation ne peut pas aller au-delà de 2% du montant ou de 3% du montant. Donc un bailleur ne peut
pas aller au-delà. Et ça, c'est le président. C'est un acte réglementaire. Ça peut être fait par arrêté, ça peut être fait par décret, mais en tout cas, c'est un acte réglementaire du pouvoir exécutif qui devra être pris pour réglementer un peu tout cela. Mais on peut toujours pousser la réflexion pour adopter une loi sur le loyer en Guinée et qui va réglementer carrément le bail commercial, le bail d'habitation, même s'il est prévu par le Code civil, mais on peut prendre aussi une autre loi uniquement sur la question du loyer pour définir un peu les modalités de fixation et de détermination du loyer. Bien. Alors, fini le débat sur le Code civil en attendant que l'Assemblée, une fois passe à ce code en deuxième lecture comme le veut le président. Évidemment, on va finir sur la CENI, une nouvelle loi, mais qui semble être une loi exclusionniste pour certains. Et d'ailleurs, dans l'application, on connaît déjà des retards puisque l'opposition semble ne pas être assez prête à envoyer ses représentants pour cette nouvelle CENI. Quelle lecture vous faites de cette nouvelle loi sur la CENI? Vous savez bien que moi j'avais pris une position assez tranchée sur la question de la loi électorale qui a été révisée et même sur la CENI parce que j'ai estimé que cette loi elle était suffisamment exclusionniste et elle était rétrograde. Exclusionniste parce que les critères qui ont été fixés sont des critères qui excluent des Guinéens de la gestion de la chose publique. Lorsqu'on dit que pour être commissaire, il faudrait appartenir à un parti politique qui a participé aux 2 élections et qui a au moins 2 députés à l'Assemblée, on considère qu'il y a des sous-Guinéens. Parce que la question de la CENI ne doit pas être l'apanage seulement des partis politiques. Que fait-on des Guinéens qui ont des compétences techniques, qui ont des habilités nécessaires pour pouvoir aller comme commissaire à la CENI, mais qui n'appartiennent à aucune formation politique et qui n'appartiennent à aucune plateforme de la société civile? Est-ce qu'ils doivent être considérés comme des sous-Guinéens? Je dis non. Alors que la charte africaine sur les partis politiques et la démocratie prescrit que chaque État doit faire en sorte que tous les citoyens participent à la vie nationale. Mais en créant un critère comme celui-ci, on exclut foncièrement des députés, des citoyens. Vous avez par exemple à l'Assemblée nationale des partis politiques qui ont participé aux dernières élections nationales, mais qui n'ont qu'un seul député. Pourquoi est-ce qu'ils devaient être considérés comme étant des partis à exclure du processus de désignation des commissaires à la CENI? Pourquoi on n'a pas commencé par un député, on s'est retrouvé à 2 députés? C'est simplement une conspiration politique entre les 2 grandes formations politiques ou les 3 grandes formations politiques à l'Assemblée, l'UFR, le RPG et l'UFDG, pour exclure les autres partis pour qu'ils puissent se partager le gâteau. Ce n'est ni plus ni moins que cela. Et je considère que c'est une loi aussi qui est assez rétrograde, parce que la CENI est une institution qui est éminemment technique au service des politiques. Il devrait y avoir une leçon à tirer de l'expérience dans la gestion du processus électoral dans notre pays pour qu'on puisse avancer. La Constitution dispose en son article 2 que c'est la CENI qui est l'organe habilité à organiser les élections. Quand vous prenez cette loi, vous vous rendez compte qu'une grande portion a été accordée à l'administration du territoire qui peut même commander le matériel électoral, qui joue un rôle assez déterminant dans l'organisation des élections. C'est contraire à la Constitution. Malheureusement, la Cour constitutionnelle a validé cette loi et par application de l'article 99, on ne peut faire aucun recours ni commentaire sur les décisions de la Cour constitutionnelle. Ce qui est dommage et qui peut toujours être source de problèmes. Tout à fait. Dans les prochaines échéances, non seulement on en verra de nouveaux, qui viennent encore des mêmes partis politiques, exactement, qui sont des bleus et qui vont faire des faux pas, qui créera toujours des contestations. Sans compter les différentes migrations qu'il y a, parce que vous vous souvenez bien que des commissaires ont été congédiés par leur parti politique au motif qu'ils ne les reconnaissaient plus à l'Assemblée, malgré qu'il n'y a pas de mandat impératif en Guinée par application de l'article 70 de la Constitution. Mais il y a toujours le même mécanisme qu'ils ont maintenu et demain on va se retrouver avec les mêmes partis politiques et finalement les uns et les autres vont migrer et ça va nous ramener à la même question sempiternelle de recomposition de la CENI. Alors qu'on aurait pu clairement définir des critères objectifs d'affiliation à la CENI et qu'il y ait des appels à candidature. Ensuite,
on met en place un conseil d'administration au sein duquel les partis politiques pourraient siéger pour fixer l'orientation stratégique. À des experts électoraux. Tout à fait, on laisse maintenant la gestion opérationnelle et technique à des techniciens pour faire le boulot. Et les partis politiques auraient pu contrôler ce qui se fait. Mais les prendre et les mettre directement au niveau de ces partis politiques en tant que commissaire, ça crée un problème qui est le problème du conflit d'intérêts, parce qu'ils deviennent juges et partis à la fois. Lorsque vous venez à la CENI au nom d'un parti politique, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il faut que vous vous battiez pour que votre parti ait une faveur, ou alors vous vous battez pour la nation en tant que commissaire à la CENI? Connaissant la moralité des personnes qu'on nous envoie à la CENI, je vais vous dire qu'ils ne partiront pas pour lutter pour le pays, mais ce serait pour leur parti politique. Finalement, on aura une institution où des guerres d'intérêts, des guerres politiques vont finir encore par miner. Et à la fin, elle devient même une vache laitière pour certains. Et donc, en 30 secondes, quel mot, quelle analyse vous avez sur la situation qui mine l'école guinéenne, cette crise entre le SLEG et le gouvernement qui semble connaître un moment de répit, puisque aujourd'hui on nous parle d'un début de négociation, ce qui a fait que le SLEG aurait mis en veilleuse sa marche qui était censée avoir aujourd'hui, même si là-dessus aussi il y a des confusions, puisqu'il y en a qui disent que non, ça n'a pas été annulé, c'était des intox, ainsi de suite. Mais quelle analyse vous avez sur la situation? D'abord, il faut regretter le fait que nous en soyons arrivés à ce point, 3 mois sans pour autant que l'école repère effectivement dans le pays. C'est un désaveu vis-à-vis de la gouvernance actuelle, parce que les problèmes de la nation se posent à tout moment, mais il faut être capable de les aborder avec beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation. L'article 58 de la Constitution donne mandat au Premier ministre de mener le dialogue social. Malheureusement, il a tourné dos au dialogue social et il joue avec ce qu'il appelle, lui, la fermeté, que moi j'appelle l'autocratie. Parce qu'une fermeté sans intelligence et sans souplesse n'est que de la pure dictature. Et le Premier ministre se retrouve dans cette position avec des discours qui sont des discours assez mal portés parce qu'ils sont très arrogants et qui n'aident pas à apaiser le climat. De l'autre côté, vous avez un syndicat qui continue à faire aussi la surenchère et qui fait la sourde oreille parce que simplement il souhaite que ce soit comme lui il l'exige. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que les parties se rencontrent, qu'elles puissent discuter et trouvent un compromis entre le souhaitable et le possible. On ne peut pas continuer à être dans un pays où on ne fait même pas la différence entre l'essentiel et le nécessaire. Moi, je pense que chacun doit jouer son rôle pour que les enfants partent à l'école. Parce que ce qui risque d'arriver, c'est que nous allons nous retrouver en fin d'année. Il y a une catégorie d'élèves qui partent à l'école parce qu'ils sont dans le privé, ils ont les moyens d'y être, et une autre catégorie qui est dans le public qui n'est pas allée, mais qui doivent tous affronter le même examen avec les mêmes épreuves. Comment cela va se faire? Ça crée un sérieux problème et nous allons nous retrouver après avec des résultats totalement mal en point, et ça n'honore ni le pays, ni la République, ni le système éducatif. Il faut que tout cela cesse, et mieux, le gouvernement doit arrêter d'utiliser des mécanismes qui violent la loi. La radiation n'est pas une solution, elle n'est ni légale ni intelligente. Légale parce que vous ne pouvez pas priver une personne d'un droit parce qu'il a exercé un autre droit. La grève, elle est constitutionnelle, les syndicats l'exercent, vous ne pouvez pas les radier de la fonction publique parce qu'ils exercent ce droit. En même temps, ce n'est pas intelligent parce que vous radicalisez les positions et vous sortez du système éducatif des personnes qui ont beaucoup d'années d'expérience, qui ont duré dans la matière, pour aller prendre des sortants, pour aller prendre des amateurs, pour aller régulariser des contractuels qui n'ont aucun statut reconnu par la loi. Finalement, nous sommes dans une situation où on déplace le problème, on ne le règle pas. Et ce qui est dommage. Et là-dessus aussi, nous verrons entre aujourd'hui, demain et après-demain, s'il y aura un terrain d'entente entre ces deux parties, si cette phase de répit, en tout cas en son début, peut se prolonger dans le temps. Pendant ce temps, tout ce qu'on peut dire, merci en tout cas, Kraoumadi, d'être passé. Et merci d'avoir été le premier invité de cette année 2019. C'est un honneur et je vous remercie pour cette invitation. Merci. Je souhaite bonne année à tout le monde. Merci. Merci. Voilà, à vous, aimables téléspectateurs, c'était un plaisir de vous retrouver encore au compte de cette émission Café Débat et dans ce premier numéro. Déjà, je vous dis bonne année 2019 à tous et on se retrouve sans doute demain avec un autre numéro de Café Débat, sans doute avec un autre invité. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.